Bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette webconférence. Donc, il y a 2 jours avait lieu la Journée mondiale de l'environnement. Et cette année, le thème de la campagne de cette journée environnement était une seule terre. Et cette campagne mondiale appelait à des changements dans les politiques et les choix pour permettre un mode de vie plus propre, plus vert et durable en harmonie avec la nature. C'est pourquoi donc nous avons souhaité aborder avec vous aujourd'hui la RSE et plus particulièrement son volet environnemental. Donc avant d'entamer cette webconférence, juste quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre d'articles sur l'actualité juridique, mais c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une très riche base documentaire juridique rédigée dans un langage clair. Cet abonnement vous donne également accès à de nombreux modèles de lettres et de contrats ou d'accords d'entreprise, ainsi qu'à une équipe de juristes qui répondent à toutes vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin de notre webconférence, nous vous enverrons un lien qui vous permettra donc de tester notre abonnement en posant gratuitement votre question à nos juristes. Donc, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Vallier, que nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui. Il est avocat au barreau de Nice. Donc, bonjour à vous, Maître, et merci Bonjour, Myriam. beaucoup d'être parmi nous. Merci à vous de m'avoir réinvité à nouveau, un plaisir. Voilà, et donc je vous mets à l'écran les coordonnées de Maître Vallier. N'hésitez pas à le contacter pour toute question juridique. Alors, comme d'habitude, nous avions mis en amont de cette, nous avions mis à votre disposition, pardon, en amont de cette webconférence, un formulaire qui vous permettait de poser vos questions. Je les ai transmises à Maître Vallier et nous allons y répondre au cours de cette webconférence. Et alors, avant que vous posiez tous la question à ma collègue Marine qui est là et qui anime le chat et que je remercie vivement pour ce qu'elle fait, je vous rassure, vous recevrez quelques jours après la webconférence la vidéo de celle-ci. Donc, si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, vous avez l'onglet chat, mais essayez de privilégier l'onglet questions juste à côté et nous essaierons de répondre à un maximum de vos questions en cours de la webconférence. Alors aujourd'hui, donc vos questions ont été regroupées principalement en 2 grandes thématiques. D'abord la définition de la RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale, et la mise en place d'un dispositif RSE. Et nous verrons également donc le volet environnemental que comporte cette RSE. Alors, en guise d'introduction, Maître, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la RSE? Quels en sont les 3 piliers? Et pour faire le lien avec notre dernière webconférence commune, la loi climat a-t-elle plus vivement encouragé le développement de ces démarches? Oui, Myriam. Alors, dans les trois piliers, on a tout simplement, Myriam, l'environnement, le social et l'économie. Les RSE, à la base, c'est ça commence là-dessus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors, ce sont les trois piliers initiaux de la RSE. La RSE, c'est quoi? C'est une démarche qui a été initiée environ, disons, dans les années 50, puis après reprise plus tard dans les années 70, hein, qui au départ, c'est une démarche qui visait tout d'abord à, à respecter la réglementation financière, environnementale, sociale, d'accord. Et puis petit à petit,
on s'est dit que finalement, ce serait pas si mal de dépasser, d'aller plus loin que les contraintes réglementaires qui étaient fixées par le législateur en vue de la protection des salariés et de l'environnement. On s'est dit que ce serait intéressant d'améliorer la performance globale de l'entreprise, c'est-à-dire tout sujet de ma thèse que vous retrouverez en ligne si ça vous intéresse, et de plus en plus, petit à petit, eh bien, on a mis des normes volontaires. Alors, différents types de normes volontaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a mis des normes volontaires, notamment par rapport à la gestion du site de l'entreprise, des normes volontaires par rapport à la gestion des produits et services, matériels aussi financiers ou intellectuels qui sortent de l'entreprise, et des normes concernant les reporting, les remontées d'informations qui sont faites à l'État ou aux organismes, d'accord, aux organismes de normalisation par exemple. Voilà, sur ces trois sujets, on a eu de plus en plus de normes volontaires qui ont pour but d'améliorer la compétitivité d'entreprise et le bien-être des salariés, entre autres. La RSE, ça a aussi pour but d'améliorer la confiance des investisseurs qui sont en dehors de l'entreprise, d'améliorer la confiance des consommateurs. La RSE, globalement, c'est tout ça. La RSE, c'est vraiment une démarche. Alors, il y a différents noms, en fait. On parle du RSE, on parle de RSO, responsabilité sociale des organisations. C'est ce que vous trouvez dans la norme ISO 26000. Tout simplement aussi de RS, de responsabilité sociale ou sociétale. Trois piliers, mais qui sont vraiment à mettre en avant dans une perspective de compliance. On ne peut pas séparer les deux. C'est la compliance, c'est ça. C'est ce mécanisme qui consiste aujourd'hui à avoir une réglementation, puis après des normes volontaires que vont appliquer volontairement les entreprises d'elles-mêmes afin de tirer des bénéfices de contraintes qu'elles s'affligent elles-mêmes. Les RSE, c'est ces trois piliers, c'est l'environnement, le travail, l'économie, d'accord. Et on va mettre en plus de la réglementation des normes volontaires qu'on va s'appliquer à soi-même dans une perspective de compliance, d'accord, donc de respect de la réglementation et de normes volontaires. On a un contrôle de l'État, on a un contrôle parfois aussi d'organismes de normalisation qui sont reconnus par l'État. Il faut savoir qu'on a ISO à l'international, mais on a aussi le CEN, je crois de mémoire, qui est un organisme équivalent à ISO sur le plan européen. On a aussi un organisme en France qui est en charge tout ce qui est normalisation, d'accord. Donc à toutes les échelles dans les organismes de normalisation, pour vérifier l'application de ces bonnes normes. Alors normes, juste je finis sur ce point-là, normes que créent les entreprises elles-mêmes, c'est des codes de bonne conduite, d'accord, c'est toutes les chartes qu'on peut se créer à l'intérieur de l'entreprise, normes qui sont aussi proposées par ces organismes de normalisation, d'accord. Voilà, donc il y a différentes sources, différentes origines, on a aussi des normes qui sont publiques, des normes privées, des normes prises au niveau de l'Union européenne, des normes internationales, des normes françaises. Les RSE, globalement, c'est tout ça. C'est une démarche qui vise à dépasser la réglementation sur l'environnement, le social, l'économie. Très bien. Très bien. Alors, je reviens juste sur la dernière partie de ma question sur la loi climat. Alors là, ouais, tout à fait, Myriam, merci. Alors là, le climat, c'est simplement, oui, en effet, on en a parlé durant la dernière conférence. Oui, la loi climat vise essentiellement donc un renforcement de ces mesures RSE, alors uniquement sous le prisme environnemental, d'accord. Il y a pas de mesures, pas tellement de mesures, on va dire, parce qu'il y aura quelques exceptions à mettre en avant. Pas tellement de mesures sur le plan social ou économique. La loi climat, on l'a vu la dernière fois. Ça a notamment mis en avant le fait que voilà, il fallait accélérer la transition énergétique. Donc, on inflige de nouvelles contraintes aux entreprises. En particulier, on avait vu, concernant toutes les règles d'urbanisme qu'on avait vu la dernière fois, on a vu de nouvelles règles aussi en matière de marché public, de nouvelles règles en matière de reporting. Voilà. Sur 3-4 thématiques, la loi climat, qui était issue de la conférence citoyenne pour le climat, a permis d'avancer sur ces sujets en matière strictement climatique, environnementale, et aussi donc a permis de mettre en avant des mesures à la fois réglementaires, d'accord, et des mesures aussi relatives à des normes volontaires dont on avait parlé la dernière fois. Très bien, merci beaucoup. Alors, comment mettre en place une démarche RSE dans une entreprise et vers qui se tourner pour se faire aider dans sa mise en place? Alors, exactement. Alors, vers qui se tourner? Déjà, je commence par là, parce qu'on va commencer par le plus simple, parce que la mise en place, c'est toute une démarche.
vers qui se tourner? Ça dépend de quoi on parle. L'acteur référence en matière environnementale, on va dire qu'en France, en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt l'ADEME, d'accord? Hein, les agences départementales, régionales, maintenant ça a changé un peu en matière environnementale. C'est elles qu'il faut les consulter prioritairement pour avoir des renseignements en matière environnementale, en matière d'amélioration de ses performances climatiques et environnementales. L'ADEME, ça, c'est un premier organisme qui est très important. Alors, je vais prendre avec de grosses pincettes ce que je vais dire aussi. On a aussi tout le volet médecine du travail, inspection du travail, pour toutes les questions relatives à l'environnement, l'environnement social. C'est aussi des organismes étatiques qu'on peut consulter à titre informatif. Hein. L'inspection du travail n'est pas là systématiquement que pour réprimer, comme la médecine du travail, mais ils sont là aussi pour conseiller, d'accord. Et pour moi, alors après il y aurait d'autres sous-agences à consulter, mais vraiment je pense qu'on peut aussi consulter les services de la préfecture en matière environnementale, notamment en matière d'ICPE, ça c'est obligatoire. Mais ce que je recommanderais surtout, c'est de se faire accompagner. Se faire accompagner par un organisme privé. Alors, par qui? Par des organismes de normalisation ou des organismes de formation. Là, on pense de suite, le plus connu en matière de RSE ou d'environnement, c'est essentiellement Bureau Veritas. Il n'y a pas que Bureau Veritas, hein, il y a aussi d'autres organismes. On a aussi Ecovadis, on a aussi, d'une certaine manière, avec un label qui porte le même nom, l'entreprise, le label Lucie, qui est assez intéressant pour les PME et TPE, d'accord, pour les entreprises de moindre taille. Moi, ce que je conseille surtout, c'est de se faire accompagner plutôt par un acteur privé. On a aussi les cabinets d'avocats maintenant qui font ça pas mal, d'accord. Le but, quand on va voir un acteur public ou privé, c'est pour voir si on a toutes les clés en main pour mettre en place sa démarche RSE. Et la démarche RSE, pour la mettre en place, Myriam, spécifiquement, en fait, on peut dire qu'il y a un ensemble de règles à respecter. D'abord, la première règle, c'est de savoir pourquoi on met en place une démarche RSE. Si on met en place une démarche RSE, au départ, c'est pour répondre à un certain nombre d'objectifs et surtout de valeurs que l'entreprise se fixe elle-même. Alors, elle se fixe elle-même par rapport à sa taille, son secteur d'activité, les parties prenantes qu'il y a autour, par rapport au contexte socio-économique, très bien. Mais l'objectif d'une démarche RSE, c'est de répondre à des valeurs. D'accord ? Ça, c'est le plus important. L'autre objectif aussi d'une démarche RSE, qu'on a tendance parfois à oublier parce que, comment dire, c'est ce qui ne se ressort pas de prime abord, mais c'est d'être compétitif, d'accord ? C'est d'attirer de nouveaux investisseurs, c'est de gagner des marchés privés, c'est de gagner des marchés publics, c'est de mieux vendre son produit, d'accord ? C'est de faire des réductions de coûts aussi dans la production, par exemple, de biens, ok ? Les RSE, c'est ça, c'est aussi une démarche économique, et ça, on ne le met pas souvent en avant, d'accord ? Autre point qu'on doit mettre en avant dans une démarche RSE, après avoir étudié la question des valeurs, c'est la question vraiment aussi du cadre juridique et économique dans lequel on évolue. La RSE, c'est essentiellement beaucoup de prise de décision. Il faut analyser de suite le cadre juridique dans lequel on s'inscrit quand on s'engage dans une démarche RSE. Alors, il faut se poser la question de la réglementation, comme on l'a vu tout à l'heure, la réglementation nationale, la réglementation européenne, la réglementation internationale en matière environnementale, sociale et économique, financière, d'accord ? On peut aussi se demander s'il n'y a pas des règles spécifiques qui s'appliquent dans la commune où je suis, dans la région où j'habite, des règles environnementales spécifiques, d'accord ? Par exemple, un réseau Natura 2000, je dis n'importe quoi. Il faut se poser ces questions-là. Il faut aussi se poser la question de savoir dans quelle opération on intervient. Est-ce que je veux améliorer la RSE, améliorer mes performances environnementales, sociales au sein de l'entreprise, pour l'entreprise elle-même? Est-ce que je veux conquérir un nouveau marché? Est-ce que ce n'est pas un marché public qui, par hasard, répondrait à des spécifications bien spécifiques, d'accord, d'un donneur d'ordre particulier, ok? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Autre question aussi qu'il faut se poser, c'est la question du périmètre qu'on se fixe dans cette démarche RSE. Là, depuis le départ, vous m'avez posé la question, Myriam, des 3 piliers. Les RSE, ce n'est pas que l'environnement, le social et l'économie. De plus en plus, les RSE, maintenant, c'est une démarche, comme je vous l'ai dit, qui s'inscrit dans une démarche de compliance, c'est une démarche globale. Aujourd'hui, quand on parle de RSE, il faut savoir qu'on s'intéresse aussi aux questions éthiques, éthiques des affaires. On se pose la question de la proximité, du localisme. On se pose la question de tout ce qui est protection des données personnelles, la fameuse RGPD européenne. On se pose la question aussi
alors, un peu différent, mais quand même ça va avec. On se pose des questions sur la protection des parties faibles. D'accord? C'est par exemple le consommateur, le sous-traitant, le client qui ne connaît pas les produits, les populations locales. D'accord? C'est toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui en matière de RSE. Ok? Autre point aussi qu'il faut se mettre en avant dans une démarche RSE, c'est la question de la structuration. La RSE, c'est une démarche qui n'est pas que déclarative, il faut formaliser tout ça. Il faut le formaliser comment? Il faut le formaliser par écrit. C'est toute la question, Myriam, des déclarations environnementales qui sont faites dans les entreprises. Hein, la norme ISO 14001, par exemple, nous demande de formaliser par une déclaration environnementale nos valeurs et nos objectifs environnementaux et les moyens qu'on met en avant pour parvenir à ces résultats, qu'on se fixe dans la déclaration environnementale que l'entreprise se fixe elle-même, d'accord? Déclaration environnementale, ça peut être une charte, ça peut être une déclaration autre, une déclaration RSE, une déclaration sur les données personnelles, une déclaration sur une charte informatique, par exemple, d'accord? Une déclaration sur les bonnes conditions de travail. Voilà. Il faut formaliser les démarches et l'écrire. Et ensuite, prévoir aussi un budget. Prévoir un budget pour mettre en place le respect de cette démarche, le respect de ces objectifs et valeurs qu'on a formalisés par écrit. C'est très important la question de la formalisation, de la matérialisation, en fait, de ces questions de RSE, parce que ce sont les éléments forts que l'on va vérifier lorsqu'on va se faire auditer. On a, vous savez, dans toutes les démarches Myriam, RSE et environnementale ou sociale, on a toujours, dès qu'on veut faire reconnaître ces démarches, une phase d'audit interne, d'accord? L'entreprise vérifie elle-même si elle respecte ses principes RSE, mais après, on a une démarche qui est externe. Et c'est à ce moment-là qu'on se fait valider, vérifier par d'autres organismes, exemple Bureau Veritas ou autre, ou EcoVadis. Hein, c'est à ce moment-là que l'évaluateur va vérifier si on a bien formalisé correctement des principes atteignables, respectables, et si après, on met en œuvre toutes les mesures dans une démarche de roue de Deming, hein, si on en a mis en œuvre toutes ces mesures et le budget, un budget financier et les moyens humains pour atteindre ces objectifs. Voilà. Donc pour moi, pour répondre à votre question de manière plus succincte, il faut formaliser les choses par écrit, prévoir un budget, prévoir de se faire accompagner et prévoir un évaluateur à la fin qui sera un évaluateur environnemental ou RSE, en prenant garde parce qu'il faut comparer toujours les montants, les devis qu'on vous propose, hein, on peut les mettre en concurrence. Il faut aussi vérifier si l'évaluateur est libre ou si l'évaluateur est limité, contraint par les règles étatiques, parce que par exemple en matière d'investissement responsable ou en matière de financement participatif, le crowdfunding environnemental, il faut savoir par exemple que les évaluateurs parfois sont conditionnés, sont limités, sont limitativement prévus par les réglementations d'État et qu'on ne peut pas choisir celui qu'on veut. Voilà. Donc il faut vraiment avoir une démarche juridiquement, financièrement, humainement, structurée du début à la fin. C'est ça qui va faire qu'on va avoir une bonne démarche RSE. Très bien, merci beaucoup. Alors, autre question, et j'ai des problèmes de micro. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Moi, je vous entends déjà. Hein. Ah, c'est parfait. Alors, toutes les entreprises peuvent-elles être concernées par ces dispositifs RSE ou est-ce réservé à certaines entreprises? Alors, tout à fait. Myriam, apparemment, vous avez un écho de l'autre côté, je vous le dis, ce qui est écrit. Oui, toutes les entreprises peuvent faire l'objet d'une démarche RSE. Alors, on a de la start-up au grand groupe. Et c'est là où il faut bien distinguer les deux choses, Myriam. D'une part, on a la réglementation, les règles contraignantes fixées par l'État, d'accord? Celles-ci, ces règles changent alors, selon la thématique qu'on aborde, s'il s'agit d'une thématique financière, une thématique de reporting, une thématique de protection des sites ou une thématique de protection des salariés. La réglementation change selon la thématique et selon la taille des entreprises, d'accord? Et essentiellement, il faut regarder, 1, les textes internationaux, 2, le code de la consommation, 3, le code, tous les codes relatifs aux sociétés, le code de commerce, et le code du travail et de l'environnement. C'est vraiment les principales sources qu'il faut vérifier d'emblée avant d'engager une démarche RSE, peu importe la taille de son entreprise. Voilà, pour voir les règles réglementaires qui nous sont applicables. Ensuite,
Ensuite, et je poursuis votre question, ça c'est le volet réglementaire. On a aussi le volet volontaire dont je parlais au départ. Et dans ce volet volontaire, c'est là où vraiment la taille de l'entreprise et le type d'entreprise, le type de commerce aussi qu'on fait, va avoir une importance. On ne va pas du tout s'infliger les mêmes contraintes selon qu'on travaille dans un secteur du service, un secteur de produits, un secteur financier, c'est évident, d'accord. On ne va pas s'infliger les mêmes contraintes selon qu'on est une petite start-up ou un grand groupe, d'accord. Et les objectifs, bien sûr, ne seront pas les mêmes et les moyens ne seront pas les mêmes, d'accord. Il faut savoir que le plus important aussi dans une démarche RSE, au-delà de la vérification des textes, du fait d'avoir une démarche structurée, de se faire accompagner, etc., ce qui est important, c'est de se fixer, comme je le disais au départ, des objectifs réalisables, d'accord. Ça ne sert à rien de démarrer une démarche RSE de suite en étant une start-up et de vouloir répondre à tous les canons qui sont fixés en la matière, dans toutes les thématiques. Non, ça ne sert à rien. Je suis une petite entreprise, disons une PME qui travaille dans l'informatique. Dans l'informatique, on évoquait ça hier en préparant rapidement la conférence, mais dans l'informatique, il y a des normes ISO, d'accord, spécifiques à la sécurité informatique. Voilà. Je suis dans la vente de biens. Il y a des normes ISO et autres qui existent aussi en matière de vente de biens, en matière éthique, d'accord, en plus de la loi Sapin 2 qui vient encadrer la bonne gestion financière, la saine gestion financière des entreprises. Voilà. Selon mon type d'activité, selon mon taille, j'aurai plus ou moins de moyens, j'aurai plus ou moins de contraintes à me fixer. Et ça, c'est très important de vérifier d'où on part et quel type d'entreprise on est, taille financière, secteur, et les objectifs qu'on se fixe dès le départ. Très bien, merci beaucoup. Alors, maintenant, pour donner envie aux chefs d'entreprise qui nous écoutent de s'engager dans une telle démarche, quels intérêts une entreprise pourrait-elle avoir à s'engager dans une démarche RSE? Multiples. Alors, oui, multiples, parce que le but premier, c'est tout de même une rentabilité financière, d'accord. Le but d'une démarche RSE, c'est qu'elle soit rentable financièrement. Il faut rentrer dans ses frais, mais aussi gagner de l'argent grâce à une démarche RSE, d'accord. Le but d'une démarche RSE, initialement, c'est d'être compétitif. C'est ça le mot-clé, compétitif. Alors, compétitif par plusieurs sortes, plusieurs moyens. Le but d'une démarche RSE, quand on la met en place, peu importe, hein, on se focalise sur une démarche environnementale ou sociale ou éthique, ou plusieurs démarches en même temps qui sont cumulables, d'accord. Peu importe. L'objectif, c'est de réduire les coûts internes de notre entreprise, faire en sorte que je dépense moins pour produire plus, réduire les coûts. Ça, c'est un premier point. Réduire les coûts, par exemple, grâce à l'innovation environnementale, grâce à une démarche d'éco-conception, grâce à une meilleure organisation du travail, d'accord, grâce à des produits ou des matières premières que je vais prendre localement, d'accord. Le premier but, c'est de réduire les coûts. Ensuite, c'est de se différencier par rapport à la concurrence. C'est une question d'image. Ça, c'est très important aussi. Je me différencie de nos concurrents par des publicités, par des chartes, par des codes, d'accord, que je mets en avant. D'accord. Maintenant, il faut savoir que c'est de plus en plus réglementé, ça aussi. Réduction des coûts, différenciation par rapport à la concurrence, accès, atteinte à de nouveaux marchés. Je vais gagner grâce à la RSE, grâce à mes démarches volontaires, mes initiatives personnelles. Je vais gagner des marchés privés. Je vais aussi gagner des marchés publics. Et là aussi, on a une réglementation spécifique en matière de RSE qui est de plus en plus importante, d'accord, qu'il s'agisse de marchés publics type ou de concessions, d'accord. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la RSE, d'abord, c'est une démarche économique avant tout. Après, on a la question de la protection de l'environnement, du climat, de la biodiversité, de ce que vous voulez. Et on a les questions de protection aussi des salariés. Mais le but initial de la RSE, ça a été créé en tant que tel, et ça sera toujours le cas. Si on s'inflige des normes volontaires supplémentaires, si on engage des initiatives supplémentaires à ce que propose la réglementation, c'est pour en tirer, dans tous les cas, un bénéfice. Et ça, c'est très important de le rappeler. Très bien, merci beaucoup, maître. Alors, j'ai bien vu la question de Virginie. On vous répondra si on a le temps, mais on va essayer d'avancer parce qu'on a encore beaucoup de thématiques
à aborder. Alors, une question qui nous a été envoyée sur un sujet connexe à la RSE et à l'environnement. Cette question concerne la directive CSRD. Donc, pouvez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il et quels sont les impacts juridiques de cette directive de l'Union européenne et plus d'entreprises sont-elles concernées? Exactement. Alors, en fait, avec cette directive, moi, quand j'ai commencé ma thèse à l'époque, on avait effectivement la déclaration financière, ça a été créé de mémoire vers 2017. Et on a eu donc ce fameux reporting européen qui est venu chapeauter le reporting qui existait déjà français, hein, et qui était initié par la loi Grenelle 2, sous Sarkozy, c'était à ce moment-là. Donc on a eu le reporting européen qui concernait essentiellement les grands groupes, d'accord, avec un certain nombre de salariés, je crois de mémoire que c'était 500. Et on m'entend pas, donc je vais essayer de me rapprocher un peu pour parler plus fort. On avait donc ce reporting de déclaration financière européen qui portait essentiellement pour les grosses entreprises d'environ plus de 500 salariés. Avec un certain chiffre d'affaires. Avec la nouvelle directive qui va paraître a priori, donc à la fin de l'année, hein, si j'ai bien lu, j'ai lu un peu l'actualité là-dessus il y a 2-3 semaines, on va avoir plus d'entreprises concernées, alors plus d'entreprises par rapport à leur chiffre d'affaires ou par rapport au nombre de salariés, ou par rapport aussi au type d'entreprise. Hein, maintenant, on sait que les CS, a priori, vont être concernés par cette nouvelle directive. Plus d'entreprises vont être concernées par les directives, par la directive de performance RSE, mais au-delà du périmètre qui est élargi donc de ce reporting, on va avoir aussi le contenu qui va être plus strict, plus important. Il faut savoir que maintenant, donc, on va avoir une généralisation du bilan carbone qui va être faite via cette directive, d'accord. On va avoir donc une évaluation plus stricte de la performance RSE de l'entreprise. Essentiellement, au départ, on avait cette question du business model, du modèle d'entreprise. Voilà, on vous demandait un peu d'expliquer dans les directives de 2017 en quoi vous entamiez une démarche de performance globale, une démarche RSE. Voilà, quels sont en gros les efforts que vous faisiez. Maintenant, on va être beaucoup plus dans le détail et on va vraiment vous demander, voilà, sur le plan environnemental, social, économique, quelles sont vos actions concrètes, d'accord, justifiées. Hein, c'est une démarche un peu de comply and explain, hein, ça peut ça. Hein, une démarche de justification de vos activités RSE. Donc, sur le périmètre et sur le contenu de cette nouvelle directive, on a un renforcement, tout simplement, des contraintes en matière de RSE à l'échelle européenne, sachant aussi qu'on va avoir de plus en plus d'acteurs qui ne sont pas forcément dans l'Union européenne, mais dès lors qu'on va opérer dans l'Union européenne, même si on n'a pas son siège dans l'Union européenne, on va être aussi concerné par cette directive, d'accord. Le simple fait d'opérer dans l'Union européenne, pour pouvoir opérer dans l'Union européenne, on va être concerné par cette directive. C'est un peu le cas dans ce qu'on avait en fait aussi dans la directive REACH. Hein. Dans la directive REACH, on avait aussi d'autres entreprises qui étaient en dehors de l'Union européenne, mais dès lors qu'elles produisaient des substances dans l'Union européenne polluantes ou inconnues, il fallait qu'elles justifient de ce que ces substances n'étaient pas soit sur liste noire, soit que des mesures étaient prises pour qu'elles soient le moins nuisibles possible. Très bien. Merci beaucoup. Alors, une dernière question pour cette première partie. Est-ce qu'une démarche RSE seule peut être l'outil pour mettre en place une économie verte en entreprise? Alors, je dirais spontanément que oui. En fait, il faut distinguer les deux. Il faut distinguer les deux. Et c'est une question qu'on pose souvent, ça. Pratique. Il faut comprendre qu'une démarche RSE, c'est pas forcément une démarche environnementale, inversement. On peut faire une démarche environnementale. Okay, je vais prendre des mesures pour protéger la biodiversité. Je vais prendre des mesures pour protéger le site de l'entreprise, pour produire des produits moins polluants, pour avoir un reporting peut-être renforcé, d'accord, produire plus local, d'accord. Donc ça, c'est des mesures environnementales, très bien, ok. Mais à côté, je peux inscrire cette démarche, ces initiatives environnementales, dans une démarche plus globale, RSE, et je vais adjoindre en plus des démarches sociales, commerciales, financières, RGPD, protection des données ou autres, d'accord. Je vais avoir d'autres démarches à côté, ok. Ou par exemple des démarches en matière de bâtiment, hein, ça peut être n'importe quoi, d'accord. On peut faire une démarche
environnementale sans forcément faire une démarche globale RSE. Il faut bien distinguer les deux. Donc, et pour répondre plus précisément encore à la question, imaginons, je fais une démarche environnementale. Les autres thématiques, je ne m'en préoccupe pas. Je peux de moi-même prendre des mesures pour protéger mieux l'environnement dans mon entreprise. D'accord ? Je peux décider de prendre des actions concrètes. Je peux décider de formaliser ces actions dans une déclaration ou une charte dans l'entreprise. Je peux imposer ou suggérer cette charte ou contrôler si cette charte, dans ses principes, est appliquée par mes partenaires commerciaux. Je peux me faire évaluer par un organisme tiers évaluateur, type Bureau Veritas ou Ecovadis dont on a parlé tout à l'heure, d'accord. Je peux souscrire à une démarche environnementale sans forcément obtenir une certification, une attestation ou tout type de validation par un tiers. Il y a plusieurs types de démarches environnementales qu'on peut faire. On peut la faire évaluer, ne pas la faire évaluer. On peut la formaliser, ne pas la formaliser. On peut prendre que des actions aussi, ça peut suffire. Il y a différents types de démarches environnementales et elles ne sont pas forcément accouplées avec une démarche RSE plus globale. Très bien, merci beaucoup. Alors, abordons justement ce volet environnemental. Quels sont, à votre sens, les principaux défis environnementaux pour les entreprises? Alors, essentiellement, moi, je vais vous parler plutôt des défis qui s'annoncent dans le futur. Parce que là, depuis tout à l'heure, on a parlé de reporting, d'approche site, d'approche produit, on y reviendra après. Aujourd'hui, on a une nouvelle thématique qui émerge en matière environnementale. On l'évoque souvent maintenant, et on m'a posé encore la question il y a 2-3 jours, s'agissant d'entreprises, c'était à titre informatif. Aujourd'hui, on a de plus en plus la question de la compensation carbone qui est mise en avant, d'accord, hein. Donc, on a une entreprise qui pollue, hein, et on va demander à cette entreprise, eh bien, soit de créer d'elle-même, de reboiser, d'investir des énergies renouvelables, bref, on va lui demander de compenser ses émissions, sa pollution, en investissant d'elle-même ou par un tiers, d'investir dans des démarches écologiques, RSE, responsables, ou socialement responsables si on se focalise sur l'aspect social. Voilà. Ça, la question de la compensation, c'est une question qu'on retrouve de plus en plus. Une question aussi qu'on trouve de plus en plus, c'est les questions d'investissement responsable. Ça, c'est important. Le volet financier. Ça, c'est de plus en plus important. Il faut savoir aujourd'hui qu'on a les green bonds, on a les investissements responsables, on a ce qu'on appelle les critères ESG, j'en parlerai peut-être un peu après. De plus en plus, on permet aux particuliers, aux entreprises, d'investir dans des valeurs boursières, entreprises cotées ou non, hein, peu importe, des valeurs, des actions, des portefeuilles qui sont dits socialement ou écologiquement responsables. Ça, c'est une thématique qui existe de plus en plus, qui est de plus en plus réglementée. D'accord ? Et là aussi, c'est un outil de différenciation, tant pour les entreprises qui vont sur les marchés boursiers en vendant donc des actions ou des produits écologiquement ou socialement responsables. C'est aussi un argument financier pour les banques qui proposent la mise en place, la publication, la mise en vente de ces produits financiers responsables. Et ça peut aussi avoir un intérêt pour l'investisseur qui va investir dans des valeurs qui, pour lui, seront plus concurrentielles que d'autres et peut-être aussi pour des entreprises qui seront plus viables que d'autres à long terme si ces valeurs d'écologie et du social sont respectées. On a aussi une thématique qui émerge de plus en plus, c'est la question, je l'évoquais tout à l'heure, des données personnelles. Ça aussi, ça va dans la perspective d'une démarche RSE. Et de plus en plus, la question des données personnelles est de plus en plus réglementée sur le plan national, mais aussi sur le plan européen. Et de plus en plus, on a des normes aussi qui apparaissent en matière de RSE sur le volet vraiment strictement protection des données personnelles, protection de la vie privée. Voilà, c'est 2-3 thématiques qui émergent, hein. Il y en a plein d'autres, malheureusement on ne peut pas toutes les citer, mais c'est vraiment 2-3 thématiques que je vois de plus en plus émerger en matière de RSE. Très bien, merci beaucoup. Alors, quelles actions concrètes pour l'environnement peut-on mettre en place dans les démarches RSE? Alors là aussi, ça dépend
à partir de quel prisme on démarre la démarche RSE. On peut mettre des actions en place, des actions correctives concernant le produit, le bien, le service qu'on met à disposition de nos clients. D'accord. On peut aussi mettre une démarche environnementale de protection s'agissant du reporting. On propose le reporting le plus transparent, le plus exhaustif possible. Donc, on diffuse le plus d'informations environnementales possible aux tiers. Ça peut être à l'État, mais ça peut être aussi aux clients, au marché. D'accord. Bref, démarche de reporting, démarche de produits et services. Ça peut être aussi une démarche, on n'y pense pas assez, mais tout simplement énergétique. D'accord. Énergétique, pourquoi? Parce que là aussi, on a une norme ISO, une norme ISO spécifique au management énergétique en entreprise. D'accord. Donc, une démarche éco-responsable, ça peut être de se focaliser uniquement sur le management énergétique qu'on a dans l'entreprise. Une autre possibilité aussi qu'on a, c'est toutes les démarches maintenant qu'on a en matière HQE, d'accord, haute qualité environnementale. Alors en fait, il faut savoir que HQE, je l'évoque comme ça, c'est une marque déposée. Il y a une association HQE, mais le terme est devenu maintenant générique tellement il est connu, il est popularisé. On a des démarches BBC et autres, bas carbone. C'est tout un type de démarche, tout un type de label qui existe concernant vraiment l'immobilier d'entreprise, d'accord. Et là aussi, on a différents labels. On a le label BIM, je crois, au BRIM, je crois aussi. On a 5-6 labels connus comme ça en matière HQE. On a donc des démarches qui peuvent se focaliser uniquement sur l'immobilier d'entreprise, en plus des démarches énergétiques, d'accord. On a aussi, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, des démarches de compensation. On a aussi des démarches. Alors là, ça va encore même petit peu plus loin. On peut aussi avoir des démarches, tout simplement, de mécénat. D'accord. Donc, on va proposer à des entreprises qui collaborent avec nous, à des associations type loi 1901. On va proposer de financer gratuitement, d'accord, sans retour sur investissement, pour le coup. On proposait de financer les démarches environnementales positives pour aider les partenaires qui sont autour de nous. Voilà, donc énergie, mécénat, HQE, on a ça des produits et services, reporting, on a différents secteurs sur lesquels on peut agir en matière environnementale pour améliorer ses performances. Très bien. Et comme le disait Sophie, je crois, dans ses questions, effectivement, ça peut commencer par l'impact carbone des emails pour réduire globalement l'impact carbone de l'entreprise ou de l'association dans son cas. Tout à fait. Il faut savoir que la dématérialisation, je dis ça parce que souvent on a ça dans les objectifs d'entreprise, Myriam. Mais la dématérialisation des données, le fait de voir moins de papier, etc., ce qui est proposé d'ailleurs dans les normes ISO, c'est pas forcément une bonne solution. Parce que si on dématérialise tout, ça veut dire qu'on va faire appel à des serveurs qui sont basés à l'étranger, etc. Et au niveau de la consommation énergétique quotidienne, pour le coup, c'est pas forcément rentable à faire. Donc, j'évoque là-dessus, quand on s'engage dans une démarche d'éco-conception, une démarche d'amélioration continue de ces produits et services, et quand on s'engage dans une démarche de substitution, qui est un principe important en matière de RSE, on substitue un produit par une autre, une consommation par une autre, il faut faire attention à ce que la solution qu'on propose ne soit pas tout autant, voire plus polluante que la première. Et ça, on n'y pense pas forcément. Oui, en effet. Alors, petite question concernant les élus de CSE. Alors, on va essayer d'aller assez vite. Juste pour information, pour les personnes qui nous regardent, il nous reste 3 questions. Donc, on va déborder un tout petit peu, mais on va quand même prendre le temps pour ce sujet passionnant. Donc, on terminera avec quelques minutes de retard. Donc, une question concernant les élus de CSE, peuvent-ils être associés aux démarches RSE de l'entreprise? Tout à fait. Et alors pour le coup, Myriam, là, c'est très simple, on l'avait évoqué la dernière fois très rapidement, mais les élus CSE, maintenant, depuis très peu de temps, ont clairement, et c'est acté, d'accord, c'est acté dans la réglementation, ont des compétences en matière environnementale, d'accord. Ça vient compléter toute la question du droit d'alerte, droit aussi de retrait face à un danger grave et imminent qu'on a prévu dans le Code du travail. Les élus CSE ont des compétences en matière environnementale, ils peuvent poser des questions, émettre des avis, des observations environnementales, avis
d'approbation, réservé, de refus. Ils peuvent émettre leurs avis, dire des choses en matière environnementale pour la protection à la fois de l'environnement en tant que tel. On avait déjà eu des décisions à l'époque rendues pour la protection de l'environnement, mais aussi pour la protection des salariés. C'est cohérent parce que ça fait à peu près 10 ans qu'on parle de la compétence environnementale du CSE, d'accord. On ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant et c'est très cohérent puisque depuis le départ, le CSE a des compétences en matière sanitaire. Il était assez inconcevable qu'il n'ait pas de compétences en matière environnementale, sachant que les questions sanitaires et environnementales sont forcément imbriquées l'une à l'autre. Une petite question qui nous a été envoyée. En plus, je dis qu'il nous reste que quelques questions et j'en rajoute, mais elle paraît importante et je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur. Donc, je me permets de vous la poser. Est-il vrai qu'il y a un plus grand risque de greenwashing avec le mode de compensation carbone qu'avec une modification pérenne des outils de production, par exemple? Je comprends la question, ouais. Pas forcément, non. Oui, je comprends la question. Ça dépend du type d'activité dans lequel vous êtes, mais spontanément, je vous dirais pas forcément, pas forcément, pas forcément. Alors, on parle. J'essaie de répondre vite, hein, je ne suis pas rentrer dans le détail, mais Oui, 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 elle leur tourne. Alors, on parle de plus en plus d'économie circulaire. C'est vraiment une thématique qui prend de plus en plus d'importance dans notre société. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet et est-ce une donnée essentielle à intégrer à une démarche RSE? alors, la réponse est oui. Oui, alors l'économie circulaire, en fait, alors on a une loi qui, il n'y a pas très longtemps, qui a été promulguée, hein, une loi sur l'économie circulaire, sur le gaspillage, qui a été promulguée il n'y a pas très longtemps. Il faut comprendre que l'économie circulaire, c'est un domaine voisin qui vient se greffer à la RSE. D'accord, on a la RSE, la compliance d'un côté, et maintenant on a aussi cette thématique de l'économie circulaire qui vise en fait à éviter le gaspillage, qui vise en fait au réemploi de matières. Vous savez, toute la RSE s'est construite au départ sur cette idée je vais retrouver le terme, d'une approche de la source à la destruction, d'accord? End of pipe, c'est ça le terme de mémoire, voilà, c'est ça, je l'ai retrouvé. Et on visait donc à éco-concevoir des produits du début du berceau à la tombe, et précisément, voilà, c'est l'expression, on visait la tombe, donc la fin du produit. L'économie circulaire, c'est éluder la question de la tombe, c'est la question du réemploi d'un produit. Voilà, moi j'ai un produit, j'ai un téléphone portable et j'ai des matériaux dedans. Est-ce que je ne peux pas les réemployer, les réutiliser dans autre chose plutôt que de les détruire? L'économie circulaire, en vraiment en 2 mots, c'est que ça. Alors, juste pour vous répondre plus précisément, l'économie circulaire, c'est donc un pan qui vient s'agrémenter, se couper à la RSE. Mais on a aussi aujourd'hui beaucoup de pans, aujourd'hui à côté de la RSE qui viennent, et ça, c'est les nouveaux domaines qui sont intéressants aujourd'hui. On a la loi économie circulaire, et vous avez aussi, Myriam, la loi ESS, économie solidaire et sociale, qui intervient. Donc, on a toute une question de l'économie solidaire et sociale, question sociale plutôt, qui émerge de plus en plus aux côtés de la RSE, économie circulaire, ESS. On a toutes les questions des démarches HQSE, SST, hygiène, qualité, santé, environnement et santé, sécurité, travail, qui viennent se greffer aussi à l'RSE. Et on a aussi une nouvelle thématique qui viennent se greffer. On a toutes les thématiques de parité homme-femme. Hein. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu le reporting, je crois de mémoire, ça s'appelle RIC1, il me semble. Donc, thématiques qualité homme-femme qui émergent de plus en plus. On a aussi des thématiques très importantes de l'entreprise à mission, d'accord, où aujourd'hui on propose aux entreprises non pas d'aller sur un terrain déjà connu. Un terrain connu, c'est ce que j'évoquais au départ. Les plus importants dans les RSE, c'est l'approche site, le site de l'entreprise, l'approche reporting, les informations que donne l'entreprise aux tiers sur ses performances. C'est plus tellement l'approche produit et service. L'approche entreprise à mission, c'est de se dire, voilà, au-delà de ces approches qu'on peut avoir, moi, entreprise, je vais me fixer donc des objectifs, des valeurs que je vais tenter d'atteindre au bout de X années. C'est en fait une transposition plus forte des chartes et déclarations environnementales ou RSE qui existaient avant. Ces déclarations et ces chartes, je vais les mettre à un pan supérieur et je vais les mettre carrément dans mes statuts sociaux. Dans les statuts de ma société, article 1 ou 2, dans l'objet social, je vais dire voilà,
je suis une entreprise qui a tel objectif, mais j'ai aussi des objectifs en matière environnementale, sociale, de données personnelles ou autres, peu importe. Je vais me fixer des objectifs en plus dans une démarche RSE, objectifs que je vais faire contrôler pour soit obtenir une labellisation par un tiers, c'est le fameux label B Corp qui émerge de plus en plus, soit obtenir un agrément de l'État, parce qu'il existe aujourd'hui un agrément proposé par les pouvoirs publics. Là encore, c'est ce que je disais au départ, pour revenir au départ, labellisation, certification, reconnaissance publique, reconnaissance privée, on a le choix, on peut aussi couper les deux, d'accord. Mais voilà, on a donc, au-delà de l'économie circulaire, d'autres thématiques qui émergent de plus en plus en matière de RSE, et c'est vraiment des thématiques qui viennent s'agréger à la RSE, d'accord, qui prennent de plus en plus d'importance et qui sont aussi de plus en plus réglementées. Très bien, merci beaucoup. Alors pour conclure, s'il ne fallait retenir que 2 idées fortes, sur la RSE et l'environnement, pardon, quelles seraient-elles selon vous? Alors, 2 points, effectivement au début on en avait envisagé plusieurs ensemble. Moi 2 points qui sont importants, Myriam, c'est essentiellement un, avoir une approche volontariste. Hein, c'est ce que je reviens là aussi encore à ce que je disais au départ. La RSE, c'est respecter d'abord la réglementation, d'accord. C'est le préalable nécessaire à toute démarche RSE. Et ensuite, nécessairement, dépasser la réglementation. Sinon, on n'est pas dans une démarche RSE. Le fait simplement de respecter la réglementation, ça ne suffit pas. On est conforme à la loi, mais on ne s'impose pas de normes, on ne s'impose pas d'initiatives volontaires, ça ne va pas. On n'est pas dans une démarche RSE. Donc, il y a la dimension volontariste qui est importante. Et l'autre dimension qui est très importante aussi en matière de RSE, c'est la dimension vraiment de compétitivité. Il faut être compétitif. Le but d'une démarche RSE, là encore, hein, je suis désolé parce que j'ai eu beaucoup de consultations et de personnes qui viennent me parler pour initier des démarches RSE dans des démarches très, pour le coup, volontaristes et humainement intéressantes. Hein. Mais la RSE, le but, c'est qu'elle soit rentable. Voilà. Et si on a de plus en plus d'émergence de l'RSE, de ces thématiques connexes que je viens d'évoquer tout à l'heure, hein, ESS, économie circulaire et compagnie, si on a de plus en plus d'émergence de ces thématiques, c'est précisément pour que l'entreprise soit plus compétitive que les autres dans l'économie qui est celle que l'on connaît aujourd'hui. Donc vraiment, 2 idées, compétitivité, d'accord, volontarisme, et je vais en ajouter une troisième, qu'on avait évoquée aussi, peut-être une troisième, voilà, l'approche globale. Ce qu'il faut retenir de cette intervention, d'accord, le plus important, du début à la fin, vous l'avez vu, hein, j'ai essayé d'évoquer le plus de thématiques et de normes possibles, hein, et vous l'avez vu, tout se croise, tout est lié en matière de RSE. Les thématiques sont liées entre elles, les normes sont liées entre elles, les acteurs sont liés entre eux. Donc, ce qui est important pour engager une démarche RSE, le plus important, c'est d'emblée d'avoir l'esprit ouvert et de se dire, voilà, la question du budget, la question des lois, la question des acteurs, des intervenants, voilà. Il faut de suite, pour mettre en place une démarche RSE, poser les bases et se faire une cartographie mentale, hein, une espèce de mind mapping en fait, hein, et d'envisager le plus d'axes possible pour à la fin tendre vers quelque chose d'intéressant. Même si on vise, et je précise une chose, même si on vise une démarche spécifique, par exemple une démarche environnementale, il est bon de s'intéresser aux autres thématiques autour, parce que forcément, votre démarche environnementale, à un moment donné, elle va être liée au RGPD, aux données personnelles, elle va être liée à la protection des salariés, elle va être liée à la question de la pollution par l'innovation des technologies que vous proposez aux entreprises, elle va être liée aux questions de mode de production, elle va être liée aux investissements boursiers si vous êtes coté en bourse ou autre. Bref, il faut avoir de suite une approche globale, même pour une démarche spécifique que vous entendrez mettre en place en entreprise. Alors, une dernière petite question, parce que Virginie nous avait posé une première question qui était très intéressante sur comment établir un budget pour mettre en place un dispositif RSE. Et là, elle pose une question sur le label B Corp dont vous avez parlé, me semble-t-il. Ce label fait-il de l'entreprise une entreprise à mission? Dans l'idée, oui, c'est ça en fait. Le but, c'est d'être entreprise à mission. Alors, je sais plus si le terme exact qui est attribué avec le label B Corp est celui-là. Mais oui, en fait, il faut savoir qu'il y a 2 démarches aujourd'hui. On a la démarche publique
vous avez un agrément public à partir du moment où vous mettez dans vos statuts vos objectifs RSE et que vous atteignez certains objectifs, l'État vous délivre un agrément. Ça, c'est la première possibilité. Ça fait de vous une entreprise à mission. Ça, c'est le premier point. Et avec le label B Corp aussi, on peut être reconnu entreprise à mission. Mais les critères sont pas, même s'ils se recoupent, hein, les critères sont pas exactement les mêmes. Sachant que ces deux démarches sont tellement différentes. Hein, la démarche B Corp est vraiment une démarche privée, d'accord. Je l'évoquais au départ parce que vraiment, j'ai vu il n'y a pas très longtemps là un PowerPoint qui résumait toutes les entreprises qui mettent en œuvre une démarche B Corp. C'est assez impressionnant depuis 2-3 ans. Ça peut être intéressant. Après, l'idée du label B Corp ou de l'agrément, il faut seulement savoir que ça n'a d'intérêt que si vous proposez des objectifs réalisables. Si vous ne tenez pas vos objectifs, vous n'aurez pas l'agrément, ou il ne sera pas maintenu, et vous n'aurez pas le label B Corp. Dans ce cas-là, si vous ne savez pas exactement quel objectif vous fixez, ou si vous voulez faire simplement du déclaratif, hein, c'est pas ce que je suggère, mais enfin bon, parfois pour certaines entreprises c'est le cas. Mieux vaut faire une bonne vieille charte ou déclaration d'intention ou code à l'intérieur de l'entreprise, sans chercher à le faire reconnaître par l'État ou par B Corp, et ça suffirait largement. Très bien. Et alors, il y a Sophie qui nous parle de The Shift Project. Alors, à ma connaissance, il propose sur, des solutions pour les entreprises de tous les secteurs et pas uniquement pour les entreprises culturelles. J'imagine que vous travaillez dans le secteur culturel, donc vous vous intéressez peut-être un petit peu plus à ce domaine-là. Et pour moi, The Shift Project concerne vraiment toutes les entreprises. Pour moi, c'est toutes les entreprises aussi. Alors, je vais être franc avec vous. Je ne le connaissais pas, ce Shift Project, et je l'ai connu assez récemment quand j'ai donné des formations il y a à peu près 7-8 mois. On m'en a parlé d'une personne qui travaille dans le milieu culturel précisément. Je suis sûr à 90% que ça concerne toutes les entreprises. Hein. Donc, oui, allez, franchement. Hein. Et c'est une organisation qui a de bonnes idées, je trouve, à titre personnel. Ouais. Voilà, donc on a déjà dépassé le temps depuis 10 minutes. Certaines personnes ont été obligées de nous abandonner en cours de route, mais ils recevront donc le replay un petit peu plus tard. Alors, on est quand même à 107 participants encore, hein, ça va. Hein. Comment? On est quand même à 107 participants Oui, encore. Hein. oui, tout à fait. Alors, j'espère que ce format de webconférence vous aura plu. Moi, comme d'habitude, je vous ai trouvé passionnant, Maître Vallier. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Et étant vraiment soucieux de votre satisfaction à vous, je vous invite à nous laisser un avis sur notre webconférence. Marine va vous transmettre un lien qui va vous permettre de le faire. Alors, je vous redonne également les coordonnées de Maître Vallier. N'hésitez pas à le contacter. Comme vous avez pu le comprendre, les thématiques RSE et environnementales sont des thématiques qui lui sont chères et il est bien spécialisé dans le domaine, donc n'hésitez pas. Alors, Si oui, je peux me permettre, Myriam, je vous coupe. Et quand vous contacterez Maître Vallier sur les coordonnées que vous avez la gentillesse de diffuser, je précise aux 98 personnes qui restent que Maître Vallier sera disponible dans son cabinet, qu'aujourd'hui on a eu un petit problème d'Internet et que Maître Vallier vous parle de chez lui. Et que je précise un petit point quand même, je me permets de préciser avant de couper, c'est que on a fait cette conférence dans une optique d'initiation un peu à la RSE. On a une approche très globale et je m'excuse si entre les différents normes que j'ai évoquées ou les axes que j'ai évoqués, ça peut paraître parfois mélangé, mais vraiment, c'est vraiment quand on est dans le matière du RSE, si de suite on n'a pas une approche globale, vraiment, je vous assure, on rate la totalité de la démarche. Donc, je me permets d'apporter ces précisions parce que ça paraît toujours du blabla, mais en fait, la RSE, c'est vraiment quelque chose de très technique et juridique. Voilà, je me permettais de préciser ces différents éléments.
Très bien, maître, merci. Alors, si vous avez des questions, et comme je vous l'annonçais au tout début de la webconférence, vous avez également la possibilité de poser une première question gratuitement à notre équipe de juristes. Donc, Marine vous transmet le lien qui vous permettra de le faire. Et normalement, nos juristes vous rappelleront d'ici demain au plus tard. Alors, pour tous les élus CSE et délégués syndicaux qui sont parmi nous, je vous invite à nous rejoindre dans notre groupe privé Facebook. Là aussi, Marine est en train de vous transmettre le lien. Ce groupe a une vocation pour échanger entre différents élus de CSE, échanger sur les problématiques que nous pouvons rencontrer, et elles sont nombreuses. Et vous verrez, c'est un groupe plutôt très, très bienveillant. Donc, on attend les élus avec impatience. Enfin, donc je vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui aura lieu le 21 juin à 14 h, donc sur une thématique radicalement différente, puisque nous allons évoquer l'acquisition d'une entreprise, donc tout comprendre sur ce qu'implique et ce qu'il faut faire pour acquérir une entreprise. Elle sera animée par Maître Blatz, avocat au barreau de Paris. Et donc, Marine vous a transmis le lien d'inscription. Marine m'a devancé en vous communiquant également le lien pour vous inscrire à nos newsletters, ce qui vous permettra d'être informé directement dans vos boîtes mail dès qu'il y aura une autre webconférence. Et pour terminer, je remercie une dernière fois Maître Vallier. Ça a été vraiment encore un plaisir d'animer cette webconférence, et je vous dis à très bientôt, j'espère. Moi, je vous remercie, madame. Oui, à bientôt. Et merci à tous d'être venus aussi nombreux à cette webconférence. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.